Arrête de faire semblant d'avoir de l'argent, a lancé ma sœur en riant pendant le dîner de famille. On connaît tous la vérité. Mon père a acquiescé, enfin quelqu'un le dit. J'ai répondu, fascinant. J'ai appelé mon banquier privé, directement depuis la table, révoqué le prêt professionnel de 3,8 millions de dollars accordé au docteur Mitchell. Son téléphone s'est mis à sonner. Je m'appelle Julien Marchand et je suis le benjamin de 3 enfants dans ce que les étrangers qualifieraient de famille réussie. Mon père possédait un cabinet comptable modérément rentable. Ma mère était agente immobilière. Mon frère aîné, Marc-Antoine, est devenu avocat d'affaires et ma sœur, la docteure Raphaël Marchand, était le joyau de la couronne de la famille, une dermatologue avec son propre cabinet. Puis il y avait moi, celui qui décevait. Je n'ai pas suivi le chemin traditionnel. Pendant que mes frères et sœurs poursuivaient des diplômes prestigieux et gravissaient les échelons de l'entreprise, j'ai pris un chemin différent. Après l'université, j'ai travaillé discrètement dans le conseil financier, puis je suis passé au capital investissement. J'ai gardé la tête baissée, fait des investissements stratégiques et bâti quelque chose de substantiel. Mais pour ma famille, j'étais invisible. Pire qu'invisible. J'étais l'exemple à ne pas suivre qu'ils racontaient lors des dîners mondains sur ce qui arrive quand on ne se donne pas à fond. La vérité ? Je gérais un portefeuille de capital investissement d'une valeur de 115 millions d'euros depuis 6 ans. Mes clients comprenaient des startups technologiques, des établissements médicaux et des projets de développement immobilier commercial. Je me spécialisais dans les partenariats silencieux, fournissant des capitaux sans reconnaissance publique. L'un de mes plus gros investissements était un prêt commercial de 3,5 millions d'euros à un cabinet médical prometteur qui avait besoin de capitaux d'expansion. Le cabinet appartenait à la docteure Raphaël Marchand. Ma sœur n'avait aucune idée que son bienfaiteur anonyme, c'était moi. En grandissant, Raphaël était l'enfant prodige. D'excellentes notes, un internat en médecine à la PHP, un hôpital prestigieux. Chaque réunion de famille devenait une célébration de la dernière réussite de Raphaël. Raphaël vient de publier un autre article. Le cabinet de Raphaël se développe. Raphaël a acheté une maison à Neuilly-sur-Seine. Pendant ce temps, j'étais une pensée secondaire. Quand les proches posaient des questions sur moi, maman faisait un geste dédaigneux de la main. Julien fait quelque chose avec les ordinateurs et l'argent. On ne comprend pas vraiment. La comparaison est devenue explicite pendant mes années d'université. J'avais choisi la finance plutôt que la médecine ou le droit, ce que mon père considérait comme prendre la voie de la facilité. N'importe qui peut brasser de l'argent, a dit papa lors de mon dîner de remise de diplôme. Ta sœur sauve des vies. Marc-Antoine défend la justice. Que fais-tu ? Tu regardes des feuilles de calcul. Raphaël a ri. Ne sois pas trop dur avec lui, papa. Tout le monde n'a pas la discipline pour de vraies professions. Je n'ai pas discuté. J'avais 22 ans et venais d'accepter un poste dans une petite société d'investissement à Paris. J'apprenais, j'observais, j'absorbais tout ce que je pouvais sur le déploiement de capital, l'évaluation des risques et les partenariats stratégiques. 3 ans plus tard, j'ai quitté la société pour lancer mon propre cabinet de conseil. J'avais 25 ans, je gérais 7,3 millions d'euros d'actifs de clients, et ma famille pensait que j'étais encore en train de chercher ma voie. À 28 ans, j'avais fait passer mon portefeuille à 39 millions d'euros. Je me suis spécialisé dans le financement d'établissements médicaux, fournissant du capital de croissance à des médecins qui voulaient se développer mais ne pouvaient pas obtenir de prêts bancaires traditionnels en raison des exigences de prêts strictes après la crise financière. C'est à ce moment-là que Raphaël m'a approché. Enfin, pas moi directement. Elle a approché ma firme. Elle avait 32 ans, dirigeait son cabinet de dermatologie depuis 4 ans, et voulait s'étendre à 3 emplacements. Elle avait besoin de 3,5 millions d'euros pour l'acquisition immobilière, l'équipement et le personnel. Sa demande de prêt a atterri sur mon bureau. J'ai examiné son plan d'affaires, ses taux de rétention des patients, ses projections de revenus. C'était solide. Vraiment solide. Raphaël était peut-être insupportable pour moi personnellement, mais professionnellement, elle avait bâti un cabinet impressionnant. J'ai approuvé le prêt par l'intermédiaire de ma firme, structuré comme un prêteur privé anonyme. Elle ne saurait jamais que c'était moi. Taux du marché, intérêt, conditions standards, période de remboursement de 7 ans. Je me suis dit que c'était purement professionnel.
Un bon investissement dans un cabinet médical rentable. Mais une petite partie mesquine de moi appréciait l'ironie. La sœur, qui me traitait d'analphabète financièrement, bâtissait son empire sur mon capital. Pendant 3 ans, Raphaël a effectué ses paiements parfaitement. Son cabinet a prospéré. Elle a ouvert 2 emplacements supplémentaires, embauché 6 autres employés et augmenté ses revenus annuels à 3,8 millions d'euros. Et pendant 3 ans, elle n'a jamais manqué une occasion de me rappeler mon insuffisance. Pendant que Raphaël célébrait publiquement son succès, je bâtissais silencieusement un empire qu'elle ne pouvait pas comprendre. À 31 ans, je gérais 115 millions d'euros répartis sur 17 investissements. Mes clients comprenaient 4 cabinets médicaux y compris celui de Raphaël, 6 startups technologiques dans l'intelligence artificielle de la santé, 3 projets de développement immobilier commercial, 2 usines de fabrication et un projet d'agriculture durable. Je me spécialisais dans l'invisibilité, pas de profil public, pas de présence sur les réseaux sociaux, pas de communiqué de presse. Mes clients me connaissaient sous le nom de J.E. Marchand ou simplement, la firme. J'opérais par l'intermédiaire de 2 avocats, de comptables et d'une petite équipe de conseillers de confiance. Mon revenu annuel variait, mais s'élevait en moyenne à environ 3,4 millions d'euros provenant des frais de gestion, des paiements d'intérêts et des participations au capital. Je vivais confortablement, mais sans ostentation, un joli loft dans le Marais, une voiture fiable, du bon café, du meilleur vin. Pour ma famille, j'avais l'air d'un consultant financier en difficulté. Je travaillais de la maison, ne portais pas de costume au dîner de famille et conduisais une berline de 7 ans. Toujours en freelance, demandait Marc-Antoine avec une pitié à peine dissimulée. Toujours pas installé dans une vraie carrière, soupirait maman. Raphaël était la pire. À mesure que son cabinet grandissait, financé par mes 3,5 millions d'euros, sa condescendance est devenue intolérable. « Julien, as-tu pensé à retourner aux études ?» a-t-elle demandé à Pâques l'année dernière. Peut-être obtenir un MBA. Il n'est jamais trop tard pour développer de vraies qualifications. Je vais bien, merci. Bien, ce n'est pas prospérer, petit frère. Regarde ce qu'une ambition ciblée peut accomplir. Elle a fait un geste vers sa maison fraîchement rénovée, celle qu'elle avait achetée avec les bénéfices du cabinet que je finançais. J'ai souri poliment. Tu as raison. La concentration est importante. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que je venais de conclure un accord d'acquisition de 20 millions d'euros pour une entreprise d'équipement médical. Ma part était de 1,6 million d'euros. Ce que je n'ai pas dit à Marc-Antoine quand il se vantait de son salaire annuel de 310 000 euros, c'est que j'avais gagné ça au cours du premier trimestre. Ce que je n'ai pas dit à mes parents quand ils s'inquiétaient de mon manque de direction, c'est que mon portefeuille était plus grand que les revenus de toute une vie du cabinet comptable de papa. Je ne me cachais pas par honte. Je me protégeais. J'avais appris très tôt que famille plus argent égale complication. J'avais vu des parents riches se faire vider par des membres de la famille qui se croyaient tout permis. J'avais vu des amis qui avaient réussi à être piégés dans des demandes de prêts sans fin et des culpabilisations, alors je suis resté silencieux. Je vivais bien en deçà de mes moyens publiquement, et j'observais. Le point de rupture est arrivé lors du dîner de famille du dimanche il y a 3 semaines. Maman avait insisté pour un dîner avec toute la famille au cercle de l'Union interalliée. Raphaël venait d'être présenté dans le palmarès des meilleurs médecins de moins de 40 ans du Figaro Magazine, et c'était sa célébration. Je suis arrivé dans ma tenue habituelle, un jean propre, une chemise boutonnée, de belles bottes. Raphaël est arrivé en vêtements de créateur de la tête aux pieds, fraîchement revenu de l'inauguration de son 3e cabinet. Le dîner a commencé normalement. Papa a parlé de son cabinet. Marc-Antoine a discuté d'une grosse affaire. Maman a montré des photos de sa dernière vente de maison de luxe. Puis Raphaël a commencé. Alors, Julien, dit-elle en faisant tourner son vin. Toujours dans le conseil en freelance? Toujours dans la finance? Oui. La finance. Elle a fait des guillemets avec ses doigts. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Jean, qu'est-ce que tu fais réellement de tes journées? Je gère des investissements et je fournis des services de conseil en capitaux. Marc-Antoine a ri. C'est une façon chic de dire que tu aides les gens avec leur graphique Birman 4001. Quelque chose comme ça. Raphaël s'est penché en avant. Sois honnête. Tu gagnes assez pour vivre? Parce que si tu as besoin d'aide,
je m'en sors très bien. Je pourrais probablement te donner un peu de travail de conseil. Mon cabinet a besoin de quelqu'un pour organiser les reçus. La table est devenue silencieuse. Cela a dépassé les bornes, même pour Raphaël. Je vais bien, ai-je dit d'un ton neutre. Vraiment, a interrompu papa. Julien, tu as 31 ans. Ta sœur possède 3 cabinets médicaux. Marc-Antoine vient de devenir associé. Quand vas-tu établir quelque chose de réel? Je l'ai fait. Vraiment? Le ton de maman était doux mais apitoyé. Chérie, on s'inquiète, c'est tout. Tu vis dans ce petit appartement. Tu conduis cette vieille voiture. Tu ne parles jamais de clients ou d'affaires. Pendant ce temps, ta sœur vient de conclure un accord pour, c'était quoi, chérie? Un achat d'équipement de 1,9 million d'euros, a dit Raphaël fièrement, pour équiper les 3 emplacements avec la dernière technologie laser. Je connaissais cet achat. Elle avait utilisé sa ligne de crédit, celle garantie par les actifs de son cabinet, les actifs que je finançais. C'est impressionnant, ai-je dit. Ça l'est, a convenu papa. Voilà à quoi ressemble le vrai succès, Julien. Bâtir quelque chose de tangible, apporter de la valeur, créer des emplois. Il s'est tourné vers Raphaël. Combien de personnes emploies-tu maintenant? 23, répartis sur 3 emplacements. 23 familles qui dépendent de ton succès, a dit papa. C'est ça, le leadership. C'est ça, l'impact. La comparaison implicite flottait dans l'air. Contrairement à toi. J'aurais pu partir. J'aurais dû partir, mais ensuite Raphaël l'a dit. Arrête de prétendre que tu as de l'argent, a ri Raphaël en me regardant droit dans les yeux. Nous connaissons tous la vérité. La table est devenue silencieuse. Marc-Antoine s'est agité, mal à l'aise. Maman a détourné le regard. Papa a hoché la tête. Finalement, quelqu'un l'a dit, a-t-il approuvé. Julien, tu as 31 ans. Ce que tu fais, quoi que ce soit, ça ne marche pas. Tu ne peux pas subvenir à tes besoins avec de petits contrats de conseil pour toujours. Ce n'est pas le cas. Regarde ta sœur, a continué papa. Elle a pris des risques, a investi en elle-même. A bâti quelque chose de réel. Tu joues encore la sécurité avec la petite monnaie des autres. Raphaël a eu un sourire narquois. Je dis juste ce que nous pensons tous. Petit frère se promène comme s'il était un génie de la finance, mais il ne peut même pas s'offrir une nouvelle voiture. Raphaël, a dit maman faiblement. Non, elle a raison, a ajouté Marc-Antoine. Julien, mec, il est temps pour un peu d'amour vache. Tu tournes en rond. Il est peut-être temps d'envisager un vrai travail. Je pourrais probablement t'obtenir un entretien dans mon cabinet. Poste de débutant, mais c'est un début. J'ai regardé autour de la table, mon père hochant la tête en signe d'accord, ma mère l'air embarrassée pour moi, mon frère m'offrant la charité, ma sœur retenant à peine son rire. Et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de peine, juste de la clarté. Ces gens n'avaient aucune idée de qui j'étais, de ce que j'avais bâti, de ce dont j'étais capable. Ils avaient fait des suppositions basées sur les apparences et n'avaient jamais pris la peine de regarder plus loin. J'ai pris mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais? A demandé Raphaël. Tu vérifies ton portefeuille de quoi? 45 000 euros. Quelque chose comme ça, ai-je dit en cherchant dans mes contacts. J'ai trouvé le numéro de Jacques Chêne, mon banquier privé chez Financière Argentie. Jacques gérait la division des prêts qui avait octroyé le prêt de 3,5 millions d'euros de Raphaël. Julien, a dit maman, peux-tu ranger ton téléphone? Nous avons une discussion de famille. Cela ne prendra qu'un instant, ai-je dit calmement. J'ai composé le numéro. Jacques a répondu à la deuxième sonnerie. Julien. Content de t'entendre. Que puis-je faire pour toi? Jacques, je dois exercer la clause de rappel sur le prêt du groupe médical marchand. Le prêt de 3,5 millions d'euros. Il y a eu une pause. Le cabinet de dermatologie. C'est l'un de nos prêts les plus performants. Puis-je demander pourquoi? Des raisons personnelles. Les conditions permettent un rappel avec un préavis de 90 jours. Correct? Oui. Mais Julien, c'est l'option nucléaire.
cela la forcera à un refinancement immédiat sur ce marché avec son ratio dette-revenu actuel. Je comprends les implications. Veuillez lancer la procédure de rappel immédiatement. Tu es certain? J'ai regardé Raphaël, qui m'observait avec une condescendance amusée, totalement inconsciente de ce qui se passait. Je suis certain. Envoyez la notification ce soir. Compris. Je ferai préparer les documents dans l'heure. J'ai raccroché. La table me fixait. Désolé pour ça, ai-je dit agréablement. Où en étions-nous? C'était qui? A demandé Marc-Antoine. Mon banquier. Raphaël a ri. Ton banquier? Julien. Tu n'as pas besoin de, son téléphone a sonné. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran. C'est mon comptable. Pourquoi appellerait-il un dimanche soir? Tu devrais peut-être répondre, ai-je dit en prenant une gorgée d'eau. Raphaël s'est éloigné de la table, le téléphone collé à son oreille. À travers le bruit ambiant du club, je pouvais voir son expression changer, confusion, puis inquiétude, puis panique. Elle est revenue à la table, le visage pâle. Je dois passer un autre appel. Excusez-moi. Elle s'est précipitée vers le hall. Maman avait l'air inquiète. Est-ce que tout va bien? Je suis sûr que tout va bien, ai-je dit. Ce n'était pas bien. En quelques minutes, Raphaël recevrait la notification officielle. Son prêt commercial de 3,5 millions d'euros était rappelé. Elle avait 90 jours pour obtenir un financement alternatif ou faire face à la saisie des actifs de son cabinet. Raphaël est revenu 10 minutes plus tard. Elle avait l'air secouée. Julien, dit-elle prudemment. Puis-je te parler en privé? Tout ce que tu veux dire, tu peux le dire ici. Nous sommes une famille, n'est-ce pas? Elle s'est assise slowly. Il y a eu une sorte d'erreur avec mon prêt commercial. La banque le réclame. En totalité. Le solde restant de 2,8 millions d'euros. Papa a froncé les sourcils. Quoi? Pourquoi? Ils ont dit que le prêteur exerçait une clause de rappel. Mais ça n'a aucun sens. Je n'ai jamais manqué un paiement. Mon cabinet est florissant. Ce doit être une erreur. C'est terrible, ai-je dit. As-tu contacté le prêteur? C'est un prêteur privé anonyme. Je n'ai toujours eu affaire qu'à la banque en tant que gestionnaire. Mon comptable essaie de joindre quelqu'un maintenant, mais, elle m'a regardé avec méfiance. Cet appel que tu as passé. C'était à quel sujet? Juste des affaires bancaires. Quel genre d'affaires bancaires? Le genre qui gère des portefeuilles d'investissement. Marc-Antoine s'est penché en avant. Julien, qu'est-ce que tu as fait? J'ai exercé mes droits en tant que prêteur privé pour rappeler un prêt commercial qui fait partie de mon portefeuille d'investissement. La table est devenue silencieuse. La voix de Raphaël était à peine un murmure. Quoi? Ton cabinet. Groupe médical marchand, 3 emplacements. Près de 3,5 millions d'euros octroyés il y a 4 ans par l'intermédiaire de Financière Argentie. Je suis le prêteur. Papa a secoué la tête. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas ce genre d'argent. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire. J'ai tourné l'écran vers lui. Le résumé du compte affichait, Financière Argentie Capital Investissement solde disponible 39 861 173 € et 79 centimes d'euros. C'est l'un de mes 4 comptes, ai-je dit doucement. Je gère un portefeuille d'une valeur de 115 millions d'euros. Le cabinet médical de votre fille est l'un des 17 investissements actifs. La main de maman est allée à sa bouche. Marc-Antoine fixait l'écran. Raphaël avait l'air d'avoir la nausée. Tu mens, a dit Raphaël. C'est faux. Une sorte de, son téléphone a sonné de nouveau. Elle a regardé l'écran. C'est le président de la banque. Tu devrais répondre, ai-je dit. Jacques Chen appelle probablement pour confirmer l'ordre de rappel et discuter de tes options de refinancement. Raphaël a répondu, la main tremblante. Allô? Oui, c'est la docteure Marchand. Quoi? Non, je ne comprends pas. Elle a écouté, son visage passant du pâle au gris. Le prêteur est mon frère.
Elle m'a regardé avec un mélange d'horreur et d'incrédulité. Vous me dites que Julien Marchand, mon frère Julien, est le fonds de capital investissement que, elle a écouté davantage. Un portefeuille de 115 millions d'euros. Ce n'est pas possible. Sa voix s'est éteinte. Elle a mis fin à l'appel. Il a tout confirmé, a-t-elle murmuré. Le prêt, le rappel, ton portefeuille. Il a dit que tu es l'un de leurs plus grands clients privés. Papa avait l'air d'avoir reçu un coup de massue. Julien, je ne comprends pas. Si tu as ce genre d'argent, pourquoi vis-tu comme quoi, papa? Comme quelqu'un qui n'a rien à prouver à personne. Tu nous as menti, a dit maman, pendant des années. Non, j'ai été discret. Il y a une différence. Vous avez supposé que j'échouais parce que je ne mettais pas en scène ma réussite comme vous le vouliez. Je ne vous ai jamais dit que j'avais des difficultés. Marc-Antoine a retrouvé sa voix. Tu nous as laissé penser que tu t'en sortais à peine. Vous vouliez le penser. Cela vous faisait vous sentir mieux dans votre peau. Je les ai regardés un par un. Chaque dîner de famille, chaque fête, chaque réunion, c'était le même scénario. Les réussites de Raphaël, le succès de Marc-Antoine, la déception de Julien. Vous m'avez attribué ce rôle et je vous ai laissé faire parce que c'était plus facile que de gérer votre jalousie ou vos exigences. Des exigences, le visage de papa a rougi. Nous sommes ta famille. Exactement. Et au moment où vous auriez su que j'avais de l'argent, que se serait-il passé? Marc-Antoine a besoin d'aide pour un apport personnel. Raphaël veut un investissement dans son 4e emplacement. Le cabinet de papa a besoin de capitaux. Maman veut une maison à la plage. Ça ne s'arrête jamais. Ce n'est pas juste, a dit Raphaël, mais sa voix était faible. N'est-ce pas, Raphaël? Tu as passé 3 ans à me dire que je ne comprenais rien à l'argent tout en bâtissant ton empire avec mon argent. L'équipement que tu viens d'acheter, l'expansion que tu célèbres, c'est moi qui ai rendu ça possible. J'ai mérité ça, a-t-elle rétorqué. J'ai bâti ce cabinet à partir de rien. À partir de 3,5 millions d'euros de mon capital, ce qui, sur le marché du prêt médical il y a 4 ans, était presque impossible à obtenir. Tu veux savoir pourquoi les conditions de ton prêt étaient si favorables? Pas de pénalité de remboursement anticipé, un taux d'intérêt inférieur à celui du marché, des clauses flexibles? Parce que je l'ai structuré de cette façon. Pourquoi, a-t-elle demandé. Si tu nous détestais tant, pourquoi m'aider? Je ne vous détestais pas. Je détestais la façon dont vous me traitiez. Mais tu es toujours ma sœur. Ton plan d'affaires était solide. C'était un bon investissement. J'ai séparé le personnel du professionnel. Jusqu'à ce soir, a dit Marc-Antoine. Jusqu'à ce soir, ai-je convenu. Quand Raphaël a décidé de m'humilier publiquement pour de l'argent alors qu'elle était assise dans un club privé payé par les bénéfices d'un cabinet que je finance. Cela m'a semblé le bon moment pour cesser de séparer les affaires du personnel. Raphaël pleurait maintenant. Julien, s'il te plaît. Si tu rappelles ce prêt, je devrais refinancer aux taux commerciaux. Avec ma charge de dette actuelle, cela pourrait me coûter 360 000 euros d'intérêts supplémentaires sur la durée du prêt. Cela pourrait mettre l'expansion en faillite. Oui, ai-je dit simplement. Tu détruis mon cabinet pour des sentiments blessés. Je ne détruis rien. Je retire mon capital d'un investissement où le client a fait preuve d'un mauvais jugement et d'un manque de respect. C'est juste une saine gestion. Papa s'est levé. Julien Marchand, tu ne feras pas ça à ta sœur. Je l'ai déjà fait. L'avis de rappel a été envoyé il y a 20 minutes. Alors tu l'annuleras. Non. Je suis ton père et je suis un adulte de 31 ans qui gère un portefeuille à 9 chiffres. Tu n'as aucune autorité ici, papa. Maman pleurait. Comment n'avons-nous pas su? Comment avons-nous pu manquer ça? Vous ne vouliez pas savoir. Vous vouliez l'histoire que vous aviez déjà écrite. Julien, le décevant. Ça faisait briller l'étoile de Raphaël encore plus. C'était pratique. Raphaël a attrapé mon bras. S'il te plaît, je suis désolé. Nous avions tort. J'avais tort. Mais s'il te plaît, ne fais pas ça. J'ai doucement retiré sa main. Tu as 90 jours pour refinancer. Ton cabinet est rentable.
Tu trouveras un autre prêteur. À quel prix, Julien? J'ai des employés. Des patients. Ce n'est pas seulement à propos de moi. Alors tu aurais dû y penser avant de décider de te moquer publiquement de quelqu'un dont tu ne savais rien. Je suis ta sœur. Oui. Et dans 90 jours, tu seras mon ancienne cliente. Je me suis levé, j'ai posé ma serviette sur la table. Marc-Antoine m'a barré le chemin. Tu vas vraiment faire ça? Détruire son entreprise parce que tes sentiments ont été blessés. J'exerce mes droits légaux en tant que prêteur. Raphaël a signé un contrat. Elle en a compris les termes. L'un de ces termes était que le prêteur pouvait rappeler le prêt avec un préavis approprié. Je fournis ce préavis. C'est de la vengeance, a dit papa. De la pure vengeance. Non, la vengeance, ce serait de faire ça sans avertissement. La vengeance, ce serait de forcer un rappel immédiat sans période de préavis. La vengeance, ce serait de divulguer à la communauté médicale qu'elle perd son financement. J'ai regardé Raphaël. Tu as 3 mois. Ton cabinet est solide. Tu survivras à ça, mais tu le feras sans mon argent. Et tu le feras en sachant que les actions ont des conséquences. J'en ai fini avec cette conversation. J'en ai fini avec ces dîners. J'en ai fini d'être votre punching ball. Je me suis dirigé vers la sortie. Derrière moi, je pouvais entendre Raphaël sangloter, maman essayant de la consoler, papa et Marc-Antoine se disputant pour savoir s'il fallait me suivre. Je n'ai pas regardé en arrière. Les 72 heures suivantes ont été le chaos pour le monde de Raphaël, et le silence pour le mien. Lundi matin, le comptable de Raphaël a convoqué une réunion d'urgence avec son avocat et son directeur de cabinet. Le rappel signifiait qu'elle devait obtenir un refinancement de 2,8 millions d'euros dans les 90 jours ou faire face à un défaut de paiement. Elle a essayé de m'appeler 17 fois le lundi, 23 fois le mardi. Je n'ai pas répondu. Marc-Antoine a appelé, essayant de jouer les médiateurs. Julien, mec, tu as fait passer ton message. Elle est terrifiée. Donne-lui juste une chance de 90 jours, ai-je dit et j'ai raccroché. Papa a envoyé un courriel. Ta mère est dévastée. Ta sœur fait face à la faillite. Est-ce vraiment ce que tu veux être? J'ai répondu, je suis la personne que vous avez élevée pour croire que les actions ont des conséquences. Les actions de Raphaël. Les conséquences de Raphaël. Mercredi, la nouvelle s'était répandue dans la famille. Tante, oncle, cousin, tout le monde avait une opinion. Certains se sont rangés de mon côté. Il était temps que quelqu'un remette Raphaël à sa place. La plupart se sont rangés du sien. La famille prend soin de la famille. C'est cruel. Je suis resté silencieux. J'avais dit tout ce qu'il y avait à dire. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que je surveillais attentivement le processus de refinancement de Raphaël grâce à mes contacts dans l'industrie. Elle a postulé auprès de 4 banques commerciales. Toutes l'ont rejeté. Son ratio dette-revenu était trop élevé avec l'expansion et ses liquidités actuelles ne pouvaient pas supporter les taux d'intérêt plus élevés exigés par les prêts commerciaux. Elle a contacté 3 prêteurs privés. 2 n'étaient pas intéressés par le financement de cabinets médicaux. Un lui a offert des conditions qui auraient ajouté 620 000 € à son coût total de remboursement. Le vendredi, une semaine après le dîner, Raphaël était désespéré. Elle est apparue à mon appartement à 6 heures du matin. J'ai ouvert la porte en t-shirt et pantalon de survêtement, un café à la main. Raphaël. S'il te plaît, laisse-moi entrer. Je me suis écarté. Elle est entrée dans mon loft, le petit appartement dont elle s'était moquée. C'était en fait un entrepôt réaménagé de 220 mètres carrés avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur la ville, d'une valeur de 1,6 million d'euros, payé comptant. Elle a regardé autour d'elle, le voyant vraiment pour la première fois. Ce n'est pas petit, dit-elle doucement. Non. Et ta voiture n'est pas vieille. Elle est vintage. Un classique bien entretenu. Oui. Elle s'est assise sur mon canapé, l'air brisé. Je ne peux pas obtenir de refinancement. Pas à des conditions que je peux supporter. Si j'accepte la meilleure offre que j'ai reçue, je travaillerai les 7 prochaines années juste pour rembourser la dette. Pas de profit, pas de croissance, juste la survie. Je sais.
Tu surveilles mes demandes. J'aime rester informé de mes investissements, même les anciens. Elle s'est mise à pleurer. Julien, je vais tout perdre. L'expansion va échouer. Je devrais fermer 2 emplacements, licencier 15 personnes. Certaines d'entre elles ont des familles, des enfants. Je sais. Et tu t'en fiches. Je me suis assis en face d'elle. Je m'en soucie. Mais je me soucie aussi que tu m'aies humilié publiquement tout en bénéficiant de ma générosité. Je me soucie que toute ma famille me considère comme un échec alors que je finance littéralement leur succès. Je me soucie que pas une seule fois, l'un de vous ne se soit arrêté pour penser que peut-être vous n'aviez pas toute l'histoire. Nous avions tort. J'avais tort. Je l'admets. Après que les conséquences soient arrivées. Pas avant. Que veux-tu de moi? Des excuses publiques? Je le ferai. De l'argent? Je te rembourserai chaque centime, d'une manière ou d'une autre. Juste, s'il te plaît, ne me laisse pas échouer comme ça. Je l'ai étudié. Je l'ai vraiment regardé. Pour la première fois de ma vie, nous nous rencontrions en tant qu'égaux. Pas de piédestaux, pas de pitié, juste 2 personnes se voyant clairement. Sais-tu pourquoi j'ai approuvé ton prêt, ai-je demandé. Non. Parce que ton plan d'affaires était exceptionnel. Ta rétention de patients était de 94%. Tes projections de revenus étaient conservatrices mais réalistes. Tu comprenais ton marché. Tu étais vraiment bonne dans ce que tu faisais. Tu es toujours bonne. Le problème n'est pas tes compétences médicales. C'est ton jugement. Tu as supposé que tu avais tout construit seul, sans aide, par pur mérite. Mais personne ne réussit seul, Raphaël. Personne. Je le sais maintenant. Vraiment? Parce que voici ce que je vois. Tu ne t'excuses pas pour des années de manque de respect. Tu t'excuses parce que tu t'es fait prendre. Tu n'es pas désolé de m'avoir blessé. Tu es désolé que ça te coûte de l'argent. Ce n'est pas, prouve-moi le contraire. Elle a levé les yeux. Comment? Je vais te faire une offre. Une seule fois. À prendre ou à laisser. N'importe quoi. Je vais restructurer ton prêt. Pas le rappeler. Le restructurer. Nouvelles conditions. Même montant. Solde restant de 2,8 millions d'euros. Un amortissement sur 15 ans au lieu des 3 années restantes sur ton contrat actuel. Taux d'intérêt réduit de 6,2% à 5,1%. Ses yeux s'écarquillèrent. Ça me ferait économiser près de 720 000 euros sur la durée du prêt. Oui. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que je n'essaie pas de te détruire. Je ne l'ai jamais voulu. J'essaie de t'apprendre quelque chose que tu aurais dû apprendre il y a des années. Quoi? L'humilité. Le respect. La compréhension que la personne que tu méprises pourrait être celle qui te maintient à flot. Que veux-tu en retour? 3 choses. Premièrement, des excuses écrites officielles, pas à moi, à toi-même. Écris chaque supposition que tu as faite, chaque commentaire méprisant. Chaque fois que tu as jugé la valeur de quelqu'un par son apparence plutôt que par son caractère. Lis-le, comprends-le, apprends. Elle a hoché la tête. Deuxièmement, tu vas restructurer ta relation avec tes employés. La participation aux bénéfices. Une vraie participation aux bénéfices, pas des primes symboliques. Si ton cabinet réussit, ils réussissent. Construis quelque chose de durable, pas un empire bâti sur ton ego. D'accord. Troisièmement, et ceci est non négociable, tu vas dire la vérité à maman, papa, Marc-Antoine, toute la famille. La vérité sur l'origine de ton prêt. La vérité sur la façon dont tu as bâti ton succès. La vérité sur ce que tu m'as dit et ce qui s'est passé en conséquence. Elle a tressailli. Ils me détesteront. Peut-être. Ou peut-être qu'ils apprendront la même leçon que toi. Que le succès n'est pas une performance en solo et que la cruauté a un coût. Et si je fais tout ça? Alors tu obtiens les conditions restructurées, meilleures que celles que tu avais à l'origine. Ton cabinet survit. Tes employés gardent leur emploi. Tes patients gardent leur médecin. Mais tu le fais les yeux ouverts sur la façon dont tu en es arrivé là.
Raphaël est restée silencieuse pendant un long moment. Je suis vraiment désolé, tu sais. Pas seulement à cause de l'argent. Je suis désolé de ne pas t'avoir vu. De t'avoir rabaissé pour me sentir grande. Je sais. Comment? Parce que si tu n'étais désolé qu'à cause de l'argent, tu ne pleurais pas. Elle a essuyé ses yeux. J'accepte tes conditions. Toutes les trois. Toutes les trois. J'ai sorti mon téléphone et appelé Jacques Chen. Jacques, je restructure le prêt médical marchand au lieu de le rappeler. Je vous enverrai les nouvelles conditions cet après-midi. J'ai raccroché. Raphaël a laissé échapper un soupir qu'elle retenait. Merci. Ne me remercie pas, mérite-le. Elle a hoché la tête, s'est levée pour partir, puis s'est arrêtée. Julien, les 115 millions d'euros. Qu'est-ce que tu vas en faire? Continuer à bâtir, continuer à investir, continuer à aider les gens qui le méritent. M'aideras-tu encore après ça? Cela dépendra entièrement de la personne que tu deviendras au cours des 15 prochaines années. La réunion de famille a eu lieu 2 semaines plus tard. Maman l'a organisée à la demande de Raphaël. Tout le monde était là. Maman, papa, Marc-Antoine, sa femme, Raphaël, même tante Sophie et oncle Thomas. Raphaël se tenait au bout de la table, tremblant légèrement. Je dois des excuses à tout le monde ici, mais surtout à Julien. Il y a 2 semaines, au dîner, j'ai dit quelque chose de cruel et de méprisant. J'ai dit à Julien d'arrêter de prétendre qu'il avait de l'argent. Je me suis moqué de sa carrière. J'ai dénigré ses choix. Papa s'est agité, mal à l'aise. Maman a regardé ses mains. Ce que vous ne savez pas, ce que je ne savais pas, c'est que Julien a bâti un portefeuille de capital investissement d'une valeur de 115 millions d'euros. Il gère des investissements dans 17 entreprises, y compris la mienne. Tante Sophie a eu le souffle coupé. Oncle Thomas est resté bouche bée. Le prêt de 3,5 millions d'euros qui m'a permis de développer mon cabinet, c'était Julien. Les conditions favorables qui ont rendu ma croissance possible. Le soutien financier qui m'a donné l'air de réussir, c'était Julien. Marc-Antoine me fixait. J'ai gardé une expression neutre. Et je l'ai remercié en l'humiliant publiquement, en lui disant qu'il ne comprenait rien à l'argent tout en bâtissant mon empire sur son capital. Raphaël, a commencé papa. Je n'ai pas fini. Papa, tu as dit à Julien qu'il ne bâtissait rien de réel. Maman, tu l'as plaint pour son petit appartement. Marc-Antoine, tu lui as offert un poste de débutant dans ton cabinet par charité. Elle les a regardés un par un. Julien n'avait besoin d'aucune de nos aides. Il ne l'a jamais eu. Il nous soutenait discrètement, en privé, sans demander de crédit ou de reconnaissance. Je ne savais pas, a murmuré maman. C'est là toute la question. Nous ne savions pas parce que nous n'avons jamais pris la peine de regarder. Nous avons supposé. Nous avons jugé. Nous avons rabaissé Julien pour nous sentir grands. Elle s'est tournée vers moi. Je suis désolé. Vraiment désolé. Pas parce que tu es riche, mais parce que j'ai été cruel. Tu méritais mieux de la part de ta sœur. La pièce était silencieuse. Papa a finalement parlé. Je ne sais pas quoi dire. Tu pourrais commencer par la vérité, papa. Croyais-tu que j'échouais ou avais-tu besoin que j'échoue? Il est resté silencieux un long moment. Les deux, je pense. Je crois que c'était plus facile d'avoir un enfant en difficulté. Cela donnait l'impression que le succès des autres était plus mérité. C'est horrible à admettre. Oui, ai-je convenu. Ça l'est. Maman pleurait. Je suis tellement désolé, chérie. Nous aurions dû demander, nous aurions dû vraiment regarder. Vous auriez dû me faire confiance, croire en moi, me donner le même bénéfice du doute que vous avez donné à Marc-Antoine et Raphaël. Marc-Antoine a pris la parole. Pour ce que ça vaut, Julien, je suis fier de toi. Je ne le voyais pas avant, mais je le vois maintenant. Ce que tu as bâti. C'est remarquable. Merci. Vas-tu nous pardonner, a demandé maman. Je ne sais pas encore, ai-je dit honnêtement. Je vais avoir besoin de temps et vous allez devoir regagner ma confiance. Mais je suis ouvert à cette possibilité. Raphaël s'est assise. Julien a restructuré mon prêt au lieu de détruire mon cabinet.
Il m'a donné des conditions meilleures que celles que j'avais à l'origine. Il aurait pu me ruiner. Il a choisi de m'apprendre une leçon à la place. C'est parce que je ne déteste aucun d'entre vous, ai-je dit. Je suis déçu, blessé, en colère, mais je ne vous déteste pas. Vous êtes ma famille. Imparfaite, frustrante, parfois cruelle, mais ma famille. Papa s'est levé et s'est approché de moi. Je suis fier de toi, mon fils. J'aurais dû dire ça il y a des années. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Nous nous sommes serrés la main. Ce n'était pas une accolade, pas encore, mais c'était un début. Au cours des 6 mois suivants, les choses ont lentement changé. Raphaël a restructuré son cabinet avec une participation aux bénéfices. Ses employés sont devenus des partenaires dans le succès. Elle a travaillé plus dur, s'est plainte moins, et n'a plus jamais commenté la situation financière de qui que ce soit sans connaître toute l'histoire. Marc-Antoine a arrêté de me donner des conseils de carrière. Nous sommes en fait devenus plus proches. Il respectait ce que j'avais bâti, et je respectais son esprit juridique. Nous avons commencé à collaborer sur des affaires qui nécessitaient à la fois une expertise financière et juridique. Maman et papa ont suivi une thérapie ensemble. Papa a admis qu'il avait projeté ses propres insécurités sur moi. Maman a reconnu qu'elle avait favorisé la dynamique familiale en ne la remettant jamais en question. Quant à moi, j'ai continué à bâtir, à investir, à être sélectif sur ce que je partageais et avec qui. Mais j'ai aussi commencé à être plus ouvert avec ma famille, à dose mesurée. Ils étaient maintenant au courant des grosses affaires. Ils posaient des questions intelligentes au lieu de faire des suppositions. Ils m'ont traité comme un égal plutôt que comme un cas de charité. Le mois dernier, le cabinet de Raphaël a atteint son plus haut chiffre d'affaires trimestriel jamais enregistré, 1,2 million d'euros. Elle m'a appelé en premier pour partager la nouvelle. Merci, a-t-elle dit, pour le prêt, pour la leçon, pour ne pas m'avoir abandonné quand je t'ai donné toutes les raisons de le faire. De rien. Je vais te rendre fier, Julien. Je le promets. Tu l'as déjà fait, ai-je dit. Pas à cause des revenus, mais parce que tu as choisi de grandir. C'est ça, avec les drames familiaux et les renversements de pouvoir. Le but n'est pas l'argent. Ça ne l'a jamais été. Le but est la reconnaissance, le respect, la compréhension que la valeur n'est pas déterminée par les titres de poste ou les soldes bancaires. Elle est déterminée par le caractère, l'intégrité et la manière dont vous traitez les gens quand vous pensez qu'ils n'ont rien à vous offrir. Ma famille a appris cette leçon à la dure. Et j'ai appris quelque chose, moi aussi. Que parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction, c'est l'éducation. Je m'appelle Julien Marchand. Je gère un portefeuille de capital investissement de 115 millions d'euros.